Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web, avec aujourd'hui notre invité Xavier Bertrand, député UMP de l'Aisne. Bonjour Xavier Bertrand, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions. Nous nous ferons un plaisir de transmettre à notre invité. Alors Xavier Bertrand, depuis plusieurs semaines, vous plaidez contre l'emploi à vie des fonctionnaires. Alors vous excluez cependant les personnes qui travaillent pour les missions régaliennes de l'État. Est-ce que concrètement pour nos internautes, vous pouvez détailler? Alors qui est visé? Est-ce que ce sont les profs, l'administration fiscale La première des choses, je vais expliquer pourquoi je fais cette proposition. Si la France veut rester un grand pays qui conserve un modèle économique et social digne de ce nom, il faut absolument réduire nos dépenses. Nous dépensons beaucoup plus que tous les autres pays européens. On est quasiment 10 points au-dessus de la moyenne. Et donc, il faut faire comme un ménage. C'est-à-dire que quand vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, il faut réduire les dépenses. Comme le fait aussi un chef d'entreprise. Ce qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment fait par les politiques de tous bords, droite et gauche confondus. Donc réduire les dépenses, ça veut dire réduire les dépenses de la sphère sociale, des collectivités locales et de l'État. Voilà comment j'en arrive à cette proposition. Sur l'État, si vous voulez réduire les dépenses, il faudra à l'avenir que l'on ait moins de fonctionnaires et moins de dépenses de personnel. Donc je distingue ceux qui aujourd'hui sont rentrés dans la fonction publique. Et ceux qui sont rentrés dans la fonction publique, on ne leur impose pas un changement des règles du jeu. C'est pour les nouveaux entrants. C'est pour les nouveaux. Mais les nouveaux, quand vous prenez les trois fonctions publiques, l'État, les collectivités locales, la fonction publique hospitalière, c'est près de 80 000 recrutements par an. Et là, je dis la chose suivante. Tout ce qui concerne le cœur de l'action de l'État, ce qu'on appelle ces fonctions régaliennes, pour les fonctionnaires qui sont dans ce cadre-là, on garde le même statut qu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire l'emploi à vie, le statut. Les forces de l'ordre, mais par exemple les policiers qui sont en service actif. Est-ce qu'un agent administratif, aujourd'hui, doit forcément avoir cette garantie de l'emploi à vie? Je ne pense pas. Donc, vous avez des fonctionnaires qui garderaient ce statut à l'avenir, d'autres qui auraient un statut de droit privé, mais ils connaissent les règles du jeu avant de rentrer dans cette nouvelle fonction publique. Et puis il y a aussi d'autres fonctionnaires pour lesquels je propose la liberté de choix. Par exemple, une infirmière. Moi qui étais ministre de la Santé, je sais leur rôle indispensable. Mais je propose le choix suivant. Soit vous gardez le statut de la fonction publique et vous gardez le traitement d'aujourd'hui, soit vous renoncez à ce statut avec par exemple des contrats de 5 ans, mais en contrepartie vous gagnez plus. 10% ou 15% de plus, c'est vous qui choisissez. Moi, je crois beaucoup à cette idée de la liberté de choix pour certains d'entre eux et je suis persuadé, parce que j'en ai beaucoup parlé avec des infirmières que je rencontre, notamment avec les travaux que j'organise avec mon association La Manufacture, et beaucoup me disent, ça peut nous intéresser cette possibilité. Mais dans des secteurs sensibles comme le Trésor, comme la Défense, comme vous ouvririez aussi ce droit ou cette possibilité à des statuts privés? Vous savez que dans la Défense, ce sont des contrats aujourd'hui parfois sur plusieurs années qui s'étalent. Donc moi je veux vraiment une clarification, ce qui est le cœur régalien de l'action de l'État et ce qui ne l'est pas. Et là en plus... Ce n'est pas forcément tel ou tel ministère, c'est telle catégorie dans un ministère qui resterait fonctionnaire ou qui ne resterait pas. Mais les règles du jeu sont précisées par avance. On sait exactement à quoi on s'engage, ce que l'on aura comme garantie avant de rentrer dans cette nouvelle fonction publique. Et ça permet aussitôt de faire des économies. Non seulement il y a une clarification, mais ça permet aussi de faire des économies parce que quand vous recrutez aujourd'hui un fonctionnaire, vous ne le recrutez pas pour une année. Vous n'avez pas pour l'État un engagement budgétaire d'1 an. Non. Comme vous savez que jusqu'au bout de sa carrière, il sera engagé, vous devez aussitôt provisionner 42 ans de traitement, de salaire. Mais vous devez aller plus loin. Jusqu'au bout de sa retraite. Vous devez en moyenne provisionner 20 années de paiement de sa pension de retraite. Et si c'est un homme, vous devez même provisionner les 10 ans de pension de reversion pour sa veuve. Justement, à propos de retraite, un internaute, Charles, vous dit « Il n'est pas possible de garder les 6 derniers mois pour le calcul de la retraite dans le public, alors que dans le privé, c'est les 25 dernières années. » Il vous cite là. Pourquoi ne l'avoir pas fait sous Sarkozy? Il a raison, Charles. C'est bien Charles son prénom? C'est Charles. Il a raison. Mais attention, je voudrais dire à Charles que moi-même, j'ai été rapporteur du texte sur les retraites en 2003. On a mis la même durée de cotisation publique-privée.
C'est-à-dire, dans le temps, vous savez, il y avait un décalage, 40 ans le privé, 37,5 le public, ça a été difficile à l'époque, mais on a mis au même niveau. C'est moi-même ensuite qui ai porté la réforme des régimes spéciaux de retraite, pour donner aussi les mêmes règles. Maintenant, il faut aller au bout de cette logique. La vraie justice, c'est de dire, et là je parle des fonctionnaires qui sont aujourd'hui en poste, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, là ce que je propose s'applique pour tout le monde, non, ceux qui sont aussi en poste aujourd'hui, ils ne pourront pas garder les 6 derniers mois de référence pour le calcul de la retraite, quand pour le privé, ce sont les 25 meilleures années. Mais si j'ai parlé de justice tout à l'heure, j'y crois dans les deux sens à la justice. C'est-à-dire que je suis pour qu'ils passent aux 25 meilleures années comme le privé, mais en contrepartie, il faudra faire en sorte que les fonctionnaires d'aujourd'hui puissent avoir la prise en compte de leurs primes dans le calcul de la retraite, ce qui est vrai dans le privé, ce qui n'est pas vrai dans le public. Donc vous voyez, je suis pour la justice, mais dans les deux sens et les deux côtés. Alors sur la retraite, concernant l'âge légal, vous plaidez pour un départ de 62 à 65 ans. Est-ce que ce type de réforme peut susciter l'adhésion aujourd'hui des Français en temps de crise ? Écoutez, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas du 31 décembre pour le 1er janvier, mais je suis pour qu'on annonce clairement la couleur et qu'on dise les choses. Alors certains de mes amis disent « Ah, tu ne devrais pas dire ça, ça va nous rendre impopulaires ». Il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont compris que ce n'est pas une réforme des retraites qui est adoptée en ce moment par le Parlement, c'est un bricolage fiscal. On a essayé d'augmenter les cotisations, de faire le plus possible pour passer le quinquennat de François Hollande. Mais on sait pertinemment qu'au lendemain, il y aura un nouveau rendez-vous des retraites très important. Et la première des choses, si vous ne dites pas la vérité, les Français ont tout de suite compris qu'ils avaient affaire à Pinocchio au gouvernement. Donc, il faut dire les choses. Si on vit beaucoup plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Et ce que je propose, ça peut s'étaler sur 8 ans ou sur 10 ans, mais il faut engager le mouvement dès maintenant, ce que le gouvernement actuel ne fera pas. C'est passer de 62 ans à 65 ans, parce que ça, c'est un gros avantage. C'est ça que ça garantit, le paiement des retraites de tous les retraités dans notre pays. Aujourd'hui, un retraité sur 10 voit sa pension versée parce que la France emprunte de l'argent qu'elle n'a plus pour payer sa retraite. Si on ne fait rien, ce phénomène va s'accélérer. Donc passer à 65 ans, ça ne fait pas que des heureux, j'en ai conscience, mais c'est la seule façon de garantir le paiement des retraites à chacun. Ce que je suis en train de vous dire, à l'horizon 2030, ça procure pour tous les régimes de retraite plus de 13 milliards d'euros de recettes. Et c'est normal. Ce sont des années où vous ne partez pas encore à la retraite, vous ne touchez pas votre pension. Mais non seulement vous ne touchez pas votre pension, mais vous travaillez et vous cotisez. Alors, voilà comment on équilibre. Techniquement, on vous suit bien. Politiquement, comment fait-on? Alors, Jean-François Copé, président de votre parti, dit il faut procéder par ordonnance dans les 6 premiers mois d'une alternance politique pour toutes ces grandes réformes. Vous évoquez souvent l'idée d'un référendum. Est-ce que sur la question des fonctionnaires, par exemple, on peut imaginer un référendum sans risque de diviser les Français? Ce qui touche à la Constitution, les blocages liés à la Constitution, il faut le faire par référendum. Il faut faire confiance aux Français. Beaucoup de Français nous disent on ne fait plus confiance aux politiques. Mais il est vrai que les politiques ne font pas assez confiance aux Français. Moi, je suis pour le recours et le retour du référendum pour, par exemple, 2 choses. Vous savez que je plaide pour un septennat non renouvelable, venir au mandat unique, parce que je me suis aperçu, j'étais ministre, j'ai vu de l'intérieur, je le vois aujourd'hui, les Français se disent même quand vous avez des bonnes idées, les politiques, une fois que vous y êtes, vous voulez rester en place. Vous pensez plus à vous qu'à nous. Et le poison français, c'est la réélection. Même un homme politique, même un président courageux, plus il approchera de l'échéance de la prochaine présidentielle, moins il sera tenté de faire les réformes, pour pas déplaire, pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Si vous avez un septennat unique, et un septennat parce que ça vous donne donc, de la longueur pour réformer. Référendum pour un septennat unique. Référendum pour fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux. Pour non seulement faire des économies, mais pour faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un seul interlocuteur dans ce couple département-région. Et ça, si vous ne le faites pas par référendum, ça ne verra jamais le jour. Parce que la classe politique ne se fera pas à harakiri. Et il faut un référendum national, parce qu'on a vu autrement en Alsace que si vous êtes sur un référendum très près du terrain, il suffit par exemple que le maire de Colmar dise « Oui, mais vous savez, si on a la fusion des deux, Strasbourg va l'emporter sur notre département », pour qu'en fin de compte, il y ait des résistances locales. Voilà. Il avait peut-être ses craintes, elles étaient peut-être légitimes à ses yeux, mais c'est ce qui fait que le référendum en Alsace l'a emporté sur toute l'Alsace, mais que quand on a fait département par département, eh bien, il n'y a pas eu les conditions. Donc si vous voulez réussir, il faut un référendum national et il faut aussi et surtout
qu'on ait le courage de mettre ça dans la balance. Et sur les fonctionnaires, un référendum aussi? Peut-être une loi. D'accord. Et l'idée des ordonnances de Jean-François Copé, c'est une bonne idée? C'est une nécessité ou pas? Sur des sujets qui sont par exemple techniques, je pense à la simplification de la réglementation, la simplification, l'allègement des codes, où il y a un travail minutieux, technique à faire, ça peut être fait effectivement. Mais pas sur les grandes réformes structurelles. Mais pourquoi pas? Moi, la question, je vais vous dire, c'est pas de savoir quel est le véhicule législatif, quel jour on le déposera. Non, mais c'est important parce que politiquement, on promet des choses pendant les campagnes, et puis ensuite, on s'aperçoit qu'elles sont très difficiles à mettre en œuvre. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'annoncer la couleur avant. C'est de ne pas avoir peur de faire même des mécontents avant. Celui qui n'a pas peur de dire les choses avant, il aura certainement, plus que les autres, la capacité de faire les choses après. Dire avant, précisément, même qu'en créant des mécontentements, c'est la garantie qu'on fera les choses après. Et l'idée de ce mandat unique, que je suis le seul à porter, parce que je pense qu'il faut rénover en profondeur une bonne part du fonctionnement de nos institutions, c'est aussi une façon de se dire que celui qui est élu, la seule façon de vraiment réussir, c'est d'engager les réformes dont le pays a vraiment besoin. Alors Xavier Bertrand, après ce paragraphe, ce chapitre sur le référendum, on va passer aux questions européennes. L'Europe a récemment trouvé un accord pour limiter les dérives liées aux travailleurs détachés. Comment est-ce qu'on intensifie les contrôles? Est-ce qu'il faut déployer, embaucher plus d'inspecteurs du travail selon vous? Ah non, ça va. On est déjà un pays qui est étouffé par les contrôles, les règlements, où on ne fait pas confiance aux chefs d'entreprise. Et vous voulez qu'on en embauche d'autres, comme j'avais vu aussi cette idée saugrenue, qui était de dire qu'il faudrait maintenant embaucher des contrôleurs, des inspecteurs du travail au niveau européen. Ça va bien. Il y a déjà trop d'administration à Bruxelles, c'est pas pour en avoir un de plus. Non, il y a une façon très simple de faire respecter les choses, c'est qu'à partir du 1er janvier 2014, on revoit complètement les missions de l'inspection du travail en France. C'est-à-dire que moi je propose qu'à partir du 1er janvier 2014, l'inspection du travail, qui fait à peu près 360 000 contrôles par an, ne garde plus que le contrôle de tout ce qui touche à la sécurité, à la santé des travailleurs, et que toutes les autres missions, on les rebascule sur le contrôle des travailleurs détachés. Parce que ça serait à la fois une décision spectaculaire, une mesure choc, mais qui montrerait que la France n'est plus un pays ouvert à tous les vents pour ceux qui veulent venir travailler en France en ne respectant pas et la directive détachement et la législation française. Ça ne coûte strictement rien. Ça allégera la charge sur les entreprises, parce que tous les contrôles qui existent sur est-ce que tout est bien affiché dans l'entreprise, est-ce que la durée du travail, tout est bien respecté. C'est bon, qu'on laisse un peu les chefs d'entreprise travailler, donner du travail, et tout le reste qu'on se mette sur la directive détachement. Maintenant, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. La directive détachement, elle a été mise en place en 1996, inventée par Jacques Delors. La directive détachement, elle dit aujourd'hui que si vous travaillez en France, vous payez un salaire français, vous respectez le droit du travail français, mais les charges sociales sont celles du pays d'origine. Bon. Là-dessus, il y a un manque. Moi-même, quand j'étais ministre du Travail, au niveau européen, j'avais poussé pour que tous les secteurs d'activité puissent être véritablement contrôlés plus facilement. La décision qui a été acceptée voilà quelques semaines ne touche plus que la construction. C'est vraiment dommage. Alors que l'agriculture, l'agroalimentaire, exactement. Dans l'agriculture, on a ce secteur, on a ce problème-là. Et donc moi j'avais plaidé pour que ce soit tout secteur. La position aujourd'hui, c'est mieux que rien, mais c'est moins bien que si tous les secteurs avaient été directement concernés. Voilà pourquoi ce dossier, il n'est pas définitivement refermé pour moi à Bruxelles, mais qu'au niveau national, il faut aussi qu'on fasse preuve de bon sens. Si parfois l'inspection du travail se demande qui il faut contrôler, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de demander aux entrepreneurs français, ils savent très bien eux. Et puis il faut aussi que l'inspection du travail travaille le soir et le week-end, parce que les chantiers qui se prolongent le week-end, soit on le fait soi-même pour soi-même avec des amis, mais ça peut aussi être de la fraude. Et de la fraude bien souvent organisée. Et là, en la matière, il faut arrêter d'être naïf. Il faut se donner les moyens de pouvoir réellement contrôler. Et celui qui ne sait pas, il suffit qu'il aille demander aux entrepreneurs. Ils ne sont pas là pour faire de la délation, ils n'en font pas. Mais ils disent juste une chose, c'est qu'ils en ont marre d'avoir cette concurrence déloyale qui ne vient pas d'Inde, hein, qui ne vient pas de Chine. Elle vient de la même Europe. Voilà. Alors justement, la question migratoire, une autre donne européenne. La question migratoire, voilà, est une question majeure pour vous en Europe. Comment règle-t-on cette question? Est-ce qu'il faut revenir sur Schengen, l'accord de libre circulation des personnes? Oui. De quelle manière? Oui, parce qu'aujourd'hui, Schengen, vous le savez, c'est un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Europe, pour les pays adhérents. Mais on a un problème. C'est qu'il y a des pays qui sont adhérents de Schengen, qui, eux,
ne protègent pas, ne contrôlent pas leurs frontières. La frontière commune à l'Europe. Bien sûr, la frontière commune à l'Europe. Voilà pourquoi il n'est pas normal que l'Europe soit le seul continent, le seul espace Mais qu'est-ce qu'il qui faut ne protège pas ses frontières. C'est ces pays-là qu'il faudrait exclure de Schengen ou c'est nous qui devrions nous en retirer? Déjà, la première des choses, si on pense qu'il faut avoir un contrôle aux frontières de l'Europe, il faut des corps de garde-côtes et de garde-frontières comme c'est le cas dans d'autres grands pays. Sans embaucher. C'est la première des choses. Ah là, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Là, je pense que ça vaut la peine. Plutôt que d'avoir chaque fois des moments de colère, quand on voit des malheureux qui périssent noyés au large de l'Italie, parce que ce sont des réseaux mafieux qui leur ont fait croire que l'Eldorado était en Europe et qu'ils allaient pouvoir, après les avoir dépouillés, après les avoir frappés, après les avoir emmenés dans ce rêve illusoire et qu'on les laisse périr. Là, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ça vaut la peine de faire des économies par ailleurs et de mettre l'argent. Garde-côtes, garde-frontières, ça nous manque. Il y a une logique qui s'appelle Frontex pour aller beaucoup plus loin. Et ensuite, pour les pays qui refusent de se conformer à cela, soit ils s'en vont, soit c'est nous qui nous en allons. Parce que la logique aujourd'hui sur l'Europe, je suis profondément européen. La France est un grand pays, mais 66 millions de Français. Dans le concert international, on ne peut pas réussir seul. Alors on a besoin de l'Europe, et moi j'ai envie de cette belle idée européenne. Mais ça veut dire aussi qu'il faut revenir à des fondamentaux. Il faut dire non à la pensée unique européenne qui nous dit qu'il n'y a que le fédéralisme qui peut être l'avenir de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe aujourd'hui, elle s'est trop dispersée. Je veux revenir sur 3 priorités essentielles. La politique sociale, vous y avez fait allusion, la politique fiscale et tout ce qui touche à l'immigration, aux frontières et à Schengen. Et tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ces 3 priorités, je refuse de faire le moindre pas supplémentaire en Europe et sur les autres sujets européens. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord là-dessus, ce n'est pas la peine de chercher à faire croire qu'on est d'accord sur tout. Et l'autre point, je vous ai parlé des frontières, je dis non à l'élargissement supplémentaire. Je pense que sur la question de la Turquie, il faut qu'on soit clair, et je demande solennellement à François Hollande de nous dire ce qu'il a en tête à terme sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je pose cette question parce que voilà quelques semaines, la France a joué un rôle moteur pour qu'il y ait un nouveau chapitre qui soit ouvert, le chapitre 22, sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Négociation. C'est la France qui était à l'origine. Alors il faut que M. Hollande nous dise clairement, qu'est-ce qu'il a en tête à terme? Il veut ouvrir les portes de l'Union européenne à la Turquie. Dans ces cas-là, ce sera sans moi, je m'y opposerai. Et ma position vaut pour la Turquie, mais elle vaut aussi pour la Russie. Parce que je pense qu'on a été beaucoup trop loin dans l'élargissement et qu'il faut aujourd'hui savoir quelles sont les priorités européennes, je vous les ai données, et qu'on voit aussi qu'il y a des questions qui à terme seront plus importantes que l'élargissement. Donc sur l'Ukraine, quelle est votre prise de position? Je suis défavorable à l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, et je pense que la Commission européenne a été imprudente en laissant aussi planer le doute. Regardez, les manifestants en Ukraine, qu'est-ce qu'ils disent? On veut devenir européen. Or, ce n'est pas tout à fait ça qui a été dit à demi-mot. C'était pour une forme d'association. Ce n'est pas ce qu'ils ont compris. Vous connaissez cette grande phrase, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Il ne faut jamais être ambigu, il faut être clair, il faut jouer carte sur table. Pour moi, les choses sont simples. On ne peut pas se permettre aujourd'hui un nouvel élargissement. Et ce n'est pas une question de court terme seulement. Mais vous leur dites au peuple ukrainien, on peut coopérer sur le plan économique. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner vers Moscou. Coopérer, oui. Ouvrir l'Union européenne, non. Pas devenir adhérent. Mais vous savez, sur toutes ces questions-là, il faut que la France aussi, si elle veut être entendue, il faut qu'elle compte davantage. Et là, nul autre que nous, les Français, ne pouvons décider de ce que sera notre avenir. Voilà pourquoi en France, il nous faut faire les réformes. Des réformes structurelles qui nous permettent de retrouver complètement la maîtrise de notre destin. Et là, on pourra peser davantage en Europe. Là, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est le couple franco-allemand qui va décider de tout. Donc mais il est trop déséquilibré, le couple franco-allemand, pour résumer ce que sera l'essence de la politique européenne. Il faut que la France accepte aussi, parfois, de se tourner avec d'autres partenaires, de travailler avec d'autres partenaires. Le couple franco-allemand, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour tout régler, parce que les questions économiques, monétaires, je suis désolé, il faut faire évoluer les statuts de la Banque centrale européenne. Donc à l'Islande, la Macédoine, la Serbie, le Monténégro, vous dites on vous aime bien, mais ce n'est pas le moment. Exactement. Non, ce n'est pas seulement que ce n'est pas le moment. C'est mais pourquoi faire? On a été beaucoup trop loin dans l'élargissement. Et aujourd'hui, quand on vous dit c'est quoi être européen, quelle est la politique européenne, la plupart des hommes et des femmes politiques sont incapables de le dire. Philippe Séguin avait raison.
Il avait raison au moment de Maastricht. Et je suis fier d'avoir voté non à Maastricht à l'époque, parce qu'on avait mis, allez, la charrue avant les bœufs. On avait parlé d'une politique, d'une union monétaire, avant de parler d'une union économique. Voilà tout ce que l'on paye aujourd'hui. C'était écrit dans le traité de Maastricht à l'époque. Alors Xavier Bertrand, pour clore ce chapitre européen, on va parler des européennes. Vous êtes favorable, vous, aux primaires pour désigner les têtes de liste pour les européennes dans les grandes régions. Est-ce que c'est une manière de remettre en question la candidature de Nadine Morano ? Mais attendez, moi je ne me pose pas de questions de personne. Ce qui m'importe le plus pour ma famille politique, c'est la ligne politique de l'UMP pour les élections européennes. Et si on refuse la pensée unique, je suis persuadé que l'UMP sera en tête au soir des élections européennes. La question sur cette ligne politique, quels sont après les candidats? Ça ne vient qu'ensuite. Donc ce que je vous dis là, je l'ai dit auparavant, parce que je trouve que c'est normal de dire les choses dans les enceintes de ma famille politique. Je l'ai dit la semaine dernière à Jean-François Copé et aux autres dirigeants sur la ligne politique. Et pour le reste, plutôt que de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques, quelles que soient les qualités des députés européens sortants, ou de ceux qui veulent devenir députés européens. Il faut savoir très clairement au service de quelle ligne politique. Et plutôt que de faire un choix d'état-major au sein d'une commission nationale d'investiture, moi je préfère que ça se fasse au grand jour. Je préfère que ce soit les électeurs de la droite et du centre, ou les adhérents, qui aillent voter. Et vous savez pourquoi? On nous dit bien souvent, je ne connais pas mon député européen. Ah ben là, on saura qui est le candidat. Parce qu'en plus, il y aura eu ce véritable débat. Je préfère à chaque fois les primaires. Je l'avais fait quand j'étais secrétaire général de l'UMP. Je crois dur comme fer que la meilleure façon de désigner notre candidat pour la présidentielle, ce sont des primaires. Voilà pourquoi je ne changerai pas ma façon de faire. Je préfère que ce soit des centaines de milliers ou des millions de personnes qui choisissent plutôt que quelques personnes dans une commission d'investiture ou alors que ce soit quelques dizaines de milliers d'adhérents. Plus il y a de personnes, plus ça donne de force à une campagne. Mais je n'aime pas, par contre, le déballage qu'il y a eu sur la place publique entre un tel qui aime bien un tel ou un tel qui réplique. Je n'aime pas ça. On n'a pas besoin de se tirer une balle dans le pied avant même que commence le débat sur la ligne stratégique, sur le fond. J'ai la faiblesse de croire aux idées. Mais il y a les idées, il y a les hommes qui les incarnent. Michel Barnier, il aurait votre préférence comme candidat du PPE pour la présidence de la Commission ? Je vous ai dit, sur quelle ligne politique? Non mais c'est ça ma question préalable. Michel Barnier, l'un des tout meilleurs commissaires européens, l'un des tout meilleurs. Il a un véritable bilan, le brevet européen qui va faciliter les choses pour les entreprises, tout ça c'est à son actif. Et tous les commissaires européens ne peuvent pas tout à fait en dire autant. D'ailleurs, il ne faut pas que les commissaires européens oublient que ce sont des acteurs politiques, et ce n'est pas quand ils rentrent à la Commission qu'ils doivent prendre la panoplie du technocrate. Première des choses, Michel Barnier ne l'a pas fait. Mais là, on est sur une nouvelle donne. Et en ce qui me concerne, est-ce qu'on est dans la même logique? Est-ce qu'il faut une marche en avant forcée vers le fédéralisme, ou est-ce qu'il faut parfois avoir des coopérations entre États? Regardez Airbus, c'est une coopération franco-allemande. Donc on vous sent vraiment très prudent par rapport à votre parti et aux hommes de votre parti? Ah, je ne suis pas prudent, certains me disent que je suis trop audacieux. Non, parce que moi je pense qu'il faut remettre vraiment l'Europe sur ses pieds, et qu'il faut aussi bien souvent remettre la Commission à sa place. Et la Commission, c'est simple, il faut qu'elle perde sa capacité d'initiative sur les directives. Il n'y a qu'elle qui peut dire, voilà le projet de directive. Il faut donner plus de pouvoir au Parlement, parce que ce sont les Européens qui choisissent leurs députés européens. Il faut donner plus de rôle aussi aux États, parce qu'ils représentent aussi les gouvernements. Et la Commission européenne, soit on la réforme, soit on s'en passe. Parce que je pense que si la Commission européenne n'est pas capable de se réformer, il faudra inventer une nouvelle Europe dans laquelle on peut se passer de tout ce fonctionnement technocratique bruxellois. On a un vrai sujet avec l'Europe, mais on a un vrai problème avec la Commission et son fonctionnement. Xavier Bertrand, on va passer à la séquence pour ou contre de cette émission. On va vous donner des idées, des projets de réforme. Vous me dites si vous êtes pour ou contre avec une rapide phrase d'explication. Est-ce que vous êtes pour ou contre abroger le droit du sol? Oui, il ne suffit plus aujourd'hui. Il ne suffit plus aujourd'hui. Je suis pour un droit de la volonté. C'est qu'au moment de la majorité, quand on est né de parents étrangers, on est étranger, que l'on puisse dire clairement « je veux devenir français ». Et que l'on ait vraiment manifesté la volonté de devenir français. Je pense qu'aujourd'hui, ça manque. Parce qu'être français, il faut vraiment le vouloir. Et on ne doit pas être français par hasard, on ne doit pas être français automatiquement. Un comité de citoyens vient de conclure à manifester le souhait que le suicide assisté puisse être mis en œuvre. Vous êtes pour ou contre la légalisation de cette idée? Je suis très très réservé. J'ai eu à défendre en tant que ministre de la Santé la position actuelle, la loi Leonetti, qui est une très belle loi,
qui fait la différence entre accompagner jusqu'à la mort et donner la mort. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Cette loi est une belle loi. Il faut vraiment qu'elle soit connue. Il faut qu'elle soit perfectionnée dans son application. Elle peut l'être. Jean Leonetti, qui est vraiment un expert très sensible sur ces questions-là, a fait des propositions. Mais ça n'est pas la même chose d'accompagner jusqu'à la mort en évitant les souffrances et de donner la mort en injectant, par exemple, un produit. Et je crois d'ailleurs, il y a un problème qui est plus profond encore. Je crois qu'il n'y a jamais un texte de loi dans un quelconque alinéa qui pourra régler cette question, aussi intime soit-elle, que le fait d'aller jusqu'à la mort ou de la donner. Alors il faut rappeler quand même que ce n'est que l'avis d'une commission, que ce n'est aucunement une proposition. Mais ça faisait partie aussi des propositions de François Hollande. Il y a des choses que la loi ne doit pas forcément régler dans les détails. Mais il n'a jamais été question de suicide assisté, c'était accompagnement de fin de vie. Non, dans le proposition, ne jouons pas sur les mots. Soit on est dans la logique de la loi Leonetti, soit on est dans une autre logique. Et si on explique réellement les choses aux Français, je ne suis pas sûr que les sondages qui donnent parfois le sentiment qu'il faut aller vers le suicide assisté, ou alors l'euthanasie, qui est dans certains pays, ou alors il faudra regarder ce qui se fait dans ces pays-là. Vous savez, en Belgique, on nous a souvent dit, c'est un exemple. Eh bien, on s'aperçoit que les cas d'euthanasie sont pratiqués assez souvent, en dehors du cadre légal que certains disent déjà favorable. Attention à toutes les dérives, et sur des sujets aussi importants et aussi intimes, je me méfie de l'alinéa de loi qui réglerait toutes les situations. Alors sur la fiscalité maintenant, est-ce que vous êtes pour ou contre la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG? Farouchement contre. Ça semble être une idée de simplification, c'est une folie. C'est une folie, donc ceux qui en feraient les frais seraient les Français qui payent des impôts à partir des classes moyennes y comprises. Je vais essayer de vous dire pourquoi. La CSG, pour résumer, il y a un taux de CSG. L'impôt sur le revenu, il y a 5 taux. Si on fusionne les deux, à votre avis, est-ce que l'impôt sur le revenu va passer à un taux? Bien sûr que non. Mais la CSG, si on fusionne, est-ce qu'elle va rester à un taux? Bien sûr que non. Elle sera progressive. Et la CSG va devenir progressive. Et qui va payer? Les plus riches, les classes moyennes. Donc si on mettait en place la CSG, qui aujourd'hui est payée par tous les Français, l'impôt sur le revenu par 50% des Français, si c'est pour faire payer tout le poids de la CSG par 50% des Français qui payent l'impôt, ça serait un massacre pour les classes moyennes. Voilà pourquoi je suis contre, et que je suis également très réservé, voire contre, l'idée de la retenue à la source. Parce qu'on nous dit que les deux vont ensemble, que ce serait une formidable simplification. Le paiement mensuel, la mensualisation, c'est une simplification. Mais la retenue à la source pose à mon avis 2 problèmes. Si ce n'est pas l'administration fiscale qui le fait, ça va être les employeurs. Ils ont assez de boulot, assez de charges, assez de contraintes, ce n'est pas la peine de leur charger la barque de façon supplémentaire en leur demandant de gérer cette partie de déclaration fiscale. Et la deuxième chose, nous les Français, on a toujours un rapport un peu complexe avec l'argent, mais on tient une chose, le secret fiscal. L'administration française, elle sait respecter ce secret fiscal. Mais si votre chef d'entreprise sait un certain nombre de choses sur vous, pas dans le détail, est-ce que vous avez envie qu'il sache que vous versez une pension alimentaire, sans savoir à qui ni le montant? Est-ce que vous avez envie qu'il sache si vous versez des cotisations à un syndicat ou à un parti politique? Pas sûr. Mais surtout, est-ce que vous avez envie qu'il sache... Enfin, ça fonctionne dans d'autres pays quand même. Mais en France, vous ne trouvez pas qu'on a une relation assez particulière faut peut-être avec l'argent, avec le secret fiscal? Moi, je suis attaché à la confidentialité. Et est-ce que vous avez envie, quand vous allez voir votre chef d'entreprise pour négocier une augmentation, par exemple, il sache exactement dans quelle tranche vous vous situez? Je ne suis pas sûr. Non, mais que vous ayez cette envie. Je pense qu'il y a des moyens techniques de protéger non, ça. parce qu'au final, s'il y a retenu à la source, ce secret fiscal, il est forcément en recul par rapport à aujourd'hui. J'aime bien le secret fiscal. Alors, à propos de protection, il y a quelque chose qui fait débat dans l'actualité, et dans votre actualité, c'est la loi de programmation militaire, et en particulier une disposition qui est devenue, je crois, l'article 20, qui permet au nom du renseignement et de la sécurité publique collective de s'immiscer dans la vie des individus. Est-ce que vous êtes favorable à cette disposition? Jusqu'où peut-on aller? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour limiter le danger, limiter le risque? C'est vraiment un sujet important qui a été discuté très rapidement, trop rapidement, à l'Assemblée nationale et au Sénat dans le cadre de la loi de programmation militaire. Et d'ailleurs, pour être très franc, peu de parlementaires s'en sont aperçus sur le coup. Des parlementaires comme Laure de la Raudière, très investis sur ces questions, comme Lionel Tardy en séance, et pour le reste, c'est après coup, moi y compris,
moi y compris, que nous avons vu ce qu'il y avait réellement dans ce texte. Le sujet n'est pas d'un côté entre ceux qui seraient pour les écoutes et ceux qui refuseraient les écoutes. Je suis attaché à la sécurité de mon pays. Et si on veut débusquer les terroristes, éviter les attentats terroristes, il faut s'en donner les moyens. Donc l'intention on ne peut pas critiquer ce qui s'est fait aux États-Unis par la NSA et se dire en France, on ne se pose aucune question. Donc moi, ce que j'ai fait sur la base de cet article 13 qui est devenu l'article 20, c'est que je souhaite que l'on puisse saisir le Conseil constitutionnel, de façon à ce que le Conseil constitutionnel nous dise si oui ou non, le texte actuel réussit à faire le bon équilibre entre l'intérêt national lié à la sécurité et les libertés publiques. Ce n'est pas un petit sujet. Depuis qu'il y a Internet, tout est transformé. Et la question des libertés publiques, ces libertés, elles ont aussi évolué. Et il faut aussi les respecter. Et je préfère 1000 fois que ce soit le Conseil constitutionnel qui maintenant à froid nous dise les services de sécurité peuvent exercer la mission dans le respect des libertés publiques, oui ou non. Est-ce que l'on doit faire évoluer une loi, voire la Constitution? Il faut le savoir. Je préfère ça 1000 fois au fait qu'un terroriste soit un jour interpellé sur la base de l'application de cet article, que son avocat utilise une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, et qu'à l'issue de ça, on s'aperçoive qu'il y a un problème. Et que cette personne soit élargie, relâchée. Je préfère qu'on le fasse maintenant. Vous allez le saisir. Est-ce que vous avez les moyens, le nombre de signatures suffisant pour le saisir? Au moment où je vous parle, nous avons 50 parlementaires qui nous ont indiqué qu'ils étaient prêts à saisir le constitutionnel. Il en faut 60, mais il faut leur faire signer physiquement. Le mail, le fax, ça ne fonctionne pas. À partir d'aujourd'hui, nous avons donc rédigé un recours. Nous essayons de réunir les 60 avant que le président de la République ne promulgue ce texte. Il a 15 jours pour le faire, donc encore une semaine. Et je dis au président de la République, c'est un sujet qui mérite un vrai débat, un débat citoyen, un débat républicain. Ce n'est pas un débat droite-gauche. Et d'ailleurs, je demande en même temps au président de la République, au titre de l'article 10.2 de la Constitution, de procéder à une deuxième délibération sur le sujet. Il y a donc la logique du Conseil constitutionnel pour qu'il dise le droit, et au président de la République de dire il n'y a pas d'urgence absolue à promulguer ce texte, et il faudrait même qu'il y ait une deuxième délibération. Comprenez bien, il n'y a pas les sécuritaires d'un côté et les libertaires de l'autre, c'est pas ça. Mais il faut savoir si nos services de sécurité, de renseignement, sont fondés à exercer leur activité dans le cadre des respects des libertés individuelles. On peut marier les deux, mais il faut être sûr que c'est le cas. Là, aujourd'hui, sur cet article 20 de sa rédaction, j'ai un doute qui est très très profond, et je ne suis pas le seul. Xavier Bertrand, on a reçu énormément de questions de nos internautes sur la présidentielle, sur l'UMP. Par exemple, Jacques qui vous dit, vous êtes candidat à la primaire UMP de 2017, pourquoi est-ce que vous l'avez annoncé aussitôt? Et est-ce que vous ne craignez pas de mettre les rivalités en avant au détriment du rôle d'opposition de l'UMP? Pour répondre à Jacques, c'est ça? Jacques, c'est ça. Moi, j'aime bien jouer carte sur table. À partir du moment où j'ai en tête de vouloir être candidat à la présidentielle et d'être candidat aux primaires, je le dis. Je ne suis pas à me tortiller sur ma chaise, à hésiter à répondre. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas clair, si vous n'êtes pas direct, personne ne peut vous faire confiance. Oui, j'ai cette intention, cette ambition. Et j'y travaille. Parce que c'est une question d'organisation, de construction, de travail très important, pour à la fois bien comprendre les Français et apporter les solutions dont notre pays a réellement besoin. Et comme j'ai un parcours un peu différent, vous savez, voilà une dizaine d'années, j'étais encore assureur de province dans une commune rurale. J'ai un parcours différent, je ne viens pas du sérail politique, et peut-être que je réussis mieux à mettre à la place des Français et à comprendre aussi aujourd'hui ce qu'il nous faut vraiment et comment leur expliquer. Ce parcours différent, je veux le porter jusqu'au bout. Je veux une droite qui ne soit pas droite seulement quand elle est dans l'opposition, mais qui est aussi droite quand elle est dans la majorité, qui ne fait pas demi-réforme, mais une droite aussi qui a du cœur, qui n'est pas caricaturée comme on l'a été. Voilà pourquoi je veux porter mes idées et mes convictions. Et pour le reste, je veux faire la preuve que l'on peut être candidat à la primaire et être totalement unitaire. Vous n'avez pas eu, vous n'aurez pas de ma part les petites phrases sur un tel ou un tel. Voilà, donc ça peut sembler triste pour les commentateurs, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Non, mais ça ne nous attriste pas particulièrement. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. Donc vous allez dire à Nicolas Sarkozy, que vous rencontrez, je crois, au mois de janvier, que vous restez farouchement partisan de la primaire. Oui, il avait demandé à me rencontrer déjà depuis un moment, il était demandeur. J'ai indiqué que je voulais le rencontrer, j'étais prêt à le rencontrer et que je voulais l'inviter à déjeuner, il a accepté. Et donc quand je le verrai, je lui redirai pourquoi les primaires sont si importantes pour moi. Et d'ailleurs, je vois que je suis rejoint sur ce point. Jean-François Copé a annoncé hier qu'il était favorable aux primaires, c'est très bien.
d'autres aussi le sont. Il n'y a pas que des dirigeants Donc il n'y a politiques. pas de candidat unique et automatique de l'UMP. Vous savez, il y avait un sondage intéressant la semaine dernière qui montrait que parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, la moitié disait il faut qu'il y ait une primaire. Ça fait beaucoup quand même, la moitié. Et donc derrière, si Nicolas Sarkozy a décidé de changer d'avis par rapport à ce qu'il avait indiqué à la mutualité, c'est son droit. Mais dans ces cas-là, ça doit se faire au moment d'une primaire. Et pourquoi ? Parce qu'au moment d'une primaire, la question, c'est pas de savoir seulement qui sera le candidat. La question n'est pas non plus de savoir si on ferait mieux que François Hollande. La question, c'est de savoir si celui qui portera couleur de notre famille politique, de notre courant de pensée, sera vraiment avec l'intention de faire les réformes dont le pays a vraiment besoin. Si on sera aussi réformateur que la France l'attend et que les Français en ont envie. C'est ça le vrai sujet. Et je pense qu'il n'y a qu'une primaire qui fixe cette ligne politique. Vous avez été patron de l'UMP. J'avais envie d'avoir votre sentiment sur la situation de Jean-François Copé. Il est patron, il est le chef de l'opposition. Il est la voix principale de l'opposition. Il est dans une situation où normalement il devrait être très entendu et il est au plus bas dans les sondages. Comment vous expliquez ce phénomène? Écoutez, les sondages, ça va, ça vient. Moi, j'ai plaidé... Non, mais y compris au sein de l'UMP, c'est pas brillant. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, être à la tête d'un parti politique, c'est pas un job facile. Tiens, je peux en porter témoignage, d'ailleurs. C'est un rôle. Et c'est plus facile dans l'opposition que quand on est au pouvoir. Mais je l'ai été quand nous étions au pouvoir. C'est pas un job facile parce qu'il y a des individualités, il y a des talents, il y a plein d'expressions. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias, donc beaucoup plus de gens qui s'expriment. Il y en a qui cherchent à se faire entendre sur les propositions, c'est mon cas. D'autres préfèrent se faire entendre par les petites phrases, c'est leur choix. Mais toujours est-il que le rôle de Jean-François Copé, c'est à la fois de fédérer et c'est de faire en sorte que notre parti soit un parti en ordre de marche pour incarner l'opposition à François Hollande. Et si nous réussissons à vraiment incarner l'opposition à François Hollande, nous gagnerons les municipales et nous gagnerons les européennes. C'est ça, aujourd'hui, la mission de Jean-François Copé. Est-ce que c'est une mission facile? Certainement pas. Mais les militants ont fait le choix, 93%, de dire que nous ne revoterions pas pour la présidence de l'UMP avant novembre 2015. Mais il ne faut pas seulement que ce soit le choix des militants, mais aussi le choix de tous les dirigeants de l'UMP. Alors vous parlez de fédérer pour les municipales. Justement, sur les municipales, on a beaucoup de questions d'habitants de Saint-Quentin, puisque vous êtes maire de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et ces habitants demandent si vous êtes finalement candidat au municipal. J'ai indiqué que je rendrais publique ma décision fin janvier, et ceux à qui je le dirai en premier, ce sont les Saint-Quentinois. Et je le ferai à Saint-Quentin. Et donc, si vous ne l'étiez pas, vous auriez dit déjà que vous ne l'êtes pas. Ne serait-ce que par respect. Je vous ai dit que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je le dis de façon directe. Donc ma décision n'est pas définitivement arrêtée, elle le sera elle est presque deuxième arrêtée. quinzaine de janvier. Il y a aussi d'autres choses qui jouent. Regardez, je suis cohérent, j'ai indiqué que je voulais être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est une question qui peut se poser. Mais donc, être maire, pourquoi faire? Après, il y a la question du cumul des mandats. La question du cumul des mandats est dans les esprits. Or, j'ai bien l'intention de dire très rapidement quelle sera ma position sur le cumul des mandats et pas attendre le dernier moment ou de le faire en catimini. J'aime bien jouer carte sur table, alors je vais rester fidèle à cette habitude qui est mienne. Alors pour terminer cette émission, on va passer au fil de la semaine pour chaque journée écoulée une actu à commenter. Alors jeudi, les centres de tri de la Poste ont été affectés par un mouvement de grève. Les syndicats dénoncent les fermetures de sites. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un coup dur pour les Français ou est-ce que comme au Canada, la Poste devrait arrêter de distribuer le courrier? Non, pas arrêter. Pas arrêter. Vous savez, il y a un équilibre à trouver en France entre le conservatisme d'hier, on garde tout comme avant, et le côté le tout libéral. Et je pense que le modèle français à inventer, il se situe un peu entre les deux. Vous prenez, la Poste aujourd'hui connaît des difficultés, pourquoi? On en est l'exemple type. Ceux qui aujourd'hui participent à cette émission envoient certainement moins de courriers parce qu'ils envoient plus de mails. Donc il y a une chute du trafic postal. Est-ce qu'on peut donc garder le même modèle qu'hier? Non. Est-ce qu'il faut garder la distribution du courrier? Oui, parce qu'il y a en plus un autre facteur. C'est que vous avez aussi des personnes qui sont moins présentes, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Internet que d'autres. S'il n'y a plus le facteur, quel est le lien? Est-ce qu'on doit continuer à distribuer le courrier partout en France? Oui, également. Donc vous voyez, ce modèle français inventé, c'est un peu une troisième voie entre l'hyperlibéralisme de certains pays, la déréglementation totale, et le conservatisme à l'ancienne. Et c'est à ça qu'on doit réfléchir. Vous savez, dans l'opposition, si on ne se remet pas en question, si on ne travaille pas sur le fond, on n'a rien compris. Vendredi, un rapport a fait beaucoup de tohu-bohu dans les médias, le rapport sur l'intégration qui a été mis en ligne sur le site de Matignon. Alors d'après vous,
c'est une provocation pour faire monter le Front National, ou c'est une bourde de quelqu'un qui a mis en ligne un texte qui n'était pas la position officielle nécessairement du gouvernement? Ou alors la preuve, en plus, qu'une grande partie de la gauche française est complètement déconnectée des réalités. Qu'elle n'a pas compris que pour les Français de droite comme de gauche, la laïcité, on n'y touche pas. Et que l'équilibre que nous maintenons en permanence, il ne doit pas être rompu. C'est un rapport appliqué qui serait de nature à fracturer la société française, qui n'a pas besoin de cela aujourd'hui. Donc c'est la question de la laïcité, et voilà pourquoi, soit dans les écoles, il ne faut pas qu'il y ait de repas différenciés. La question de la piscine, pas de créneau réservé pour un tel ou un tel. Mais aussi dans ce rapport, il y avait des choses plus importantes. La langue française. On critiquait la suprématie de la langue française. Non, non. La langue française est une très belle langue qui ne doit pas avoir de remise en cause. Donc, que ce soit la laïcité, que ce soit la langue française, c'était noir sur blanc écrit dans ce rapport fou. Noir sur blanc. Et il préconise aussi l'enseignement de l'arabe. Enfin, il y a des choses. Tout n'est peut-être pas à jeter non plus. Oui, mais la priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos enfants sachent vraiment parler et écrire le français. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Il y a trop de ravages de l'illettrisme, qui pour moi est une cause personnelle, qui devrait être une cause permanente. C'est ça la priorité. Alors, l'une des actus de ce week-end, ce sont les violences qui ont continué en Centrafrique. Est-ce que, comme l'UMP Bruno Le Maire, vous émettez des réserves sur l'intervention française? Lui, il dit, il pointe le peu de clarté sur l'objectif politique. J'ai toujours un principe. Au nom du respect de nos militaires, donc vous le savez, un hommage a été rendu à ceux qui ont perdu la vie en Centrafrique. Quand nos militaires sont au front, je n'ouvre pas de front politique en France. C'est un principe auquel je m'astreins. Et sur le plan militaire, soutien. Sur le plan diplomatique et politique, bien sûr qu'il y a des questions. C'est la question du format de cette mission, le soutien européen, dont on discute beaucoup, mais il faut qu'il y ait vraiment une démarche européenne en plus, et pour quelle durée, avec quel objectif à proprement parler, pas seulement garantir davantage d'ordre aujourd'hui en Centrafrique, mais aussi la suite, la dimension aussi diplomatique, avec notamment les voisins de la Centrafrique. C'est vrai que là-dessus, il y a plein de questions, mais tant que nos militaires sont au front, je ne vois pas de front politique. Oui, il fallait y aller. Et je pense qu'il plus est que la France a un véritable rôle à jouer, un rôle particulier à jouer en Afrique. Les Chinois ont été très présents d'un point de vue économique, mais ils n'ont pas cette vocation diplomatique, voire même militaire. Les Américains ne sont pas présents. Il y a un pays qui a une vocation de puissance mondiale, c'est la France. Et la France ne peut pas intervenir partout et tout le temps, mais la France a vocation à jouer un rôle particulier en Afrique, je l'assume. Autre jour, autre thème, le gouvernement lundi a annoncé que le SMIC n'augmenterait que de 1,1%, c'est-à-dire l'inflation, l'augmentation automatique. Il fallait faire plus? Il fallait faire cette revalorisation de 1,1% prévue par les textes et qui garantit le pouvoir d'achat des ouvriers payés au SMIC. Si vous faites plus, vous semblez être généreux, mais vous pénalisez tous ceux qui sont salariés et qui sont au-dessus du SMIC. Et donc vous faites un geste pour entre 15 et 17% des salariés français et vous oubliez tous les autres. Voilà pourquoi, si vous voulez vraiment faire du pouvoir d'achat un enjeu, et ça le reste, dans un pays, la France, où les salaires sont plus bas que dans d'autres pays. Plus bas par exemple qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix en France d'avoir une protection sociale importante au détriment des salaires, d'où le poids des charges salariales, que d'autre part les salaires ont subi de plein fouet le problème des 35 heures, parce que si les entreprises sont passées aux 35 heures, elles ont bloqué les salaires pendant plusieurs années, il faut absolument augmenter les salaires. Mais augmenter les salaires, pas avec juste des négociations salariales. Vous pouvez augmenter le revenu avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Avec Bruno Le Maire, nous avons déposé une proposition de loi pour rétablir la défiscalisation. Vous devez aussi trouver un système qui était celui de la TVA sociale, mais de baisser les charges également des salariés pour que le salaire net se rapproche du brut. Et puis il faut le simplifier, intéressement, participation, pour qu'il puisse y avoir ce plus qui a du sens. Donc la bonne méthode, c'était pas le SMIC, et le gouvernement a eu raison, au moins sur ce point-là. Mais là, mais attendez, il a eu raison de se renier. Parce que pendant la campagne, il avait été clairement dit qu'il y aurait des coups de pouce au SMIC, et pas qu'un seul. Plusieurs. Là, c'est tout le problème de la marque de fabrique de ce gouvernement. Il y a l'injustice, il y a aussi le mensonge. Parce que la politique menée aujourd'hui, si les Français sont en colère, qu'ils ont le sentiment que tout est injuste. Les ouvriers qui ont perdu la défiscalisation des heures supplémentaires, ça passe toujours pas. Parce qu'il y en a moins sur leur fiche de paye. Les retraités qui avaient entendu que seuls les riches paieraient et qui sont mis à contribution comme jamais, eux aussi ça ne passe pas. Mais sauf qu'au début c'était du mécontentement,
ça devient aujourd'hui de la colère. Et le gouvernement devrait faire très attention à cela. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Xavier Bertrand de Merci nous avoir de votre rendu invitation. visite. Merci Michel Urvois. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve en janvier pour de nouvelles émissions Direct Politique. À très vite.